ça s'est passé. Au début, la Confédération a vérifié bel et bien qu'elle peut jouer. C'est à propos de ça qu'ils ont permis à Dungu de jouer, de continuer à jouer. Et elle avait d'ailleurs raté le premier match contre l'Angola. Elle a raté le premier match, donc ils lui ont permis de jouer le deuxième match et le reste de la compétition aussi. Et le deuxième match, c'était contre la Tunisie. Voilà, donc et la Tunisie n'avait pas tiré de réserve ni fait de réclamation parce qu'elle avait gagné. Donc après, elle a joué aussi pendant le tournoi qualificatif pour les Jeux africains. Et elle a joué aussi aux Jeux africains de Brazza. Et elle a aussi joué la CAN, tous les matchs de la CAN. Jusqu'en finale. Jusqu'en finale. Donc on ne peut pas comprendre comment une confédération, une entité peut accepter aujourd'hui ceci et revenir sur cet acte en disant que peut-être qu'ils avaient fait erreur. Bon, mais moi, ce que je veux signaler, c'est que le jury d'appel, c'est qui? Qui sont les membres du jury d'appel? C'est le président de la Fédération angolaise de handball, c'est le secrétaire général, c'est 3 personnes. Le secrétaire général de la CAB et la présidente de la zone. La zone 7 qui est sud-africaine. Sud-africaine. Vous voulez dire que l'Angola a coaché? Voilà. Bon, pour ne pas rencontrer le Sénégal, mais pourquoi? L'appréciation. Donc voilà, c'est ces 3 personnes qui ont décidé d'exclure le Sénégal. Très bien. Monsieur le Vendeur. Alors, Adja, c'était un choc, hein? Le soir ou le matin de bonne heure, quand vous avez appris que le Sénégal est disqualifié, alors que vous avez fait une nuit véritablement à penser comment jouer cette finale-là. Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que le groupe a senti? Comment était le choc? Pour nous, ça a été un coup de massue parce que premièrement, on ne l'a pas appris par nos dirigeants ni par les dirigeants de la Confédération africaine. On l'a appris même pas par la presse, hein. Peut-être que nos dirigeants l'ont appris par la presse, mais nous, on l'a appris par les joueuses qui étaient au tournoi. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a une cuisinière, je crois, dans l'hébergement qui est venue voir Doudou, je crois, et qui dit « Ah, désolé, vous jouez pas la finale ». Moi, c'est une Guinéenne qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, mais vous êtes disqualifié de la finale ». C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est même pas par la presse, c'est par des joueuses. Donc tout le monde était au courant, sauf nous. Ce qui est déjà très grave. Donc après, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. C'était déjà sorti dans la presse angolaise, on est parti voir notre coach, on a fait une réunion dans la chambre, et là, le verdict est tombé, ils nous ont dit qu'on était bel et bien disqualifiés. Et pour nous, ça a été un coup de massue parce qu'on avait fait la compétition parfaite. On avait fait la compétition qu'on voulait faire depuis le départ, c'est-à-dire arriver jusqu'en finale. On avait déjà tout prévu, on avait déjà tout planifié. Et la veille, à 19 h, on s'est entraîné dans la salle pour pouvoir préparer cette finale. Et on prend notre petit-déj avec le sourire. En sortant du petit-déj, on nous apprend qu'on ne joue plus la finale qui se déroulera à 19 h le soir. C'est après le petit-déj que vous avez appris que oui, vous êtes disqualifié? C'est ça, juste après le petit-déjeuner. Juste après le petit-déjeuner, il a commencé à y avoir des petits bruits. Certaines filles, ça a commencé à sortir. Moi, il y a des Guinéens qui sont venus me voir. J'ai reçu des messages sur Facebook d'Angolais, local. Et il y a la dame qui est venue voir Doudou. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et ensuite, on a fait la réunion pour tout clarifier. Fred, notre coach, a appelé, après, je pense que c'est Sheriff Ndiaye. Et ils ont appelé et apparemment, on était bel et bien disqualifiés. Par contre, le PV, on l'a reçu qu'à midi. À midi. Alors, c'était comment? Comment s'est passée cette réunion entre vous et votre coach pour pouvoir avoir effectivement la véracité de cette information? Comment cette réunion s'est passée? Elle doit être chaude. C'était difficile parce que mon coach même n'était pas vraiment au courant. Il n'avait pas de documents qui lui attestaient qu'on était éliminé. C'était pour l'instant que des bruits. Mais à partir du moment où la presse sort ça, ou sur la fédération, sur le site de la fédération angolaise, ils te sortent que la finale, c'est plus Angola-Sénégal, mais Angola-Tunisie. Il y avait pas mal déjà de bruit. Donc nous, on était déjà on était dans une pièce, en fait. On s'est réunis dans une pièce. Et on a commencé à discuter de ça. On attendait. Et on a eu le coup de fil, qui nous a tués. Et on a eu ce coup de fil et tout le monde a éclaté en sanglots, tout le monde s'est mis à pleurer. Enfin, ça fait mal parce que tu te dis que tu as travaillé pendant 1 an déjà pour en arriver là. Tu avais déjà planifié tout ce que tu avais à faire. Durant la compétition, tu as réussi à faire ça.
Et moi, par exemple, je suis la plus ancienne, j'ai fait 3 Coupes d'Afrique. Ouais. C'est la première fois qu'on a des conditions de travail comme ça. C'est la première fois qu'on fait peur aux autres, quoi. C'est la première fois qu'on avait fait la compétition parfaite. Et au moment où c'est notre jour de gloire, où on doit jouer notre finale, eh ben, ils nous mettent un coup de massue. Donc c'est ça qui nous a tués. Et vous considérez ça quoi, comment? Pour moi, la pauvre Dungu, elle prend... Tout le monde parle d'elle, elle prend dans tous les sens, comme si c'était de sa faute, alors que c'est pas du tout de sa faute. Pour moi, ce qui fait... Je pense que le gros problème, en ce moment, c'est que la fédération sénégalaise, l'équipe du Sénégal fait peur aux autres équipes et aux autres fédérations. Avant, moi, je suis arrivé en équipe nationale en 2011. Ouais. J'avais fait le mondial en décembre 2010. Je suis arrivé en équipe nationale en janvier 2011. Vous avez fait le mondial avec la France? Avec l'équipe de France junior aussi. En 2010. Mais à l'époque, ça gênait personne quand on se prenait 20 buts. Vous comprenez ce que je veux dire? Si qu'il y ait une Adja Cissé qui joue en équipe de France junior, ça gênait personne. Ça veut dire en 2010, vous étiez au championnat du monde avec l'équipe de France junior. Et en 2011, vous êtes venu au Sénégal. En équipe nationale. En équipe nationale du Sénégal. Donc, mais à l'époque, comme on était une petite nation, on était à l'époque encore une petite fédération, ça ne gênait personne, parce qu'on se prenait 10 buts par la Tunisie, elle nous caressait dans le dos, donc d'avoir des filles qui sortent de France junior, elles étaient au courant, ça ne les gênait pas. Mais par contre, étant donné que là maintenant on devient une grande nation du handball africain, là ça commence à gêner, qu'il y ait des filles qui arrivent de l'équipe de France junior. Pour moi c'est juste un prétexte, pour moi c'est juste des mauvaises perdantes qui ont essayé de trouver quelque chose pour pouvoir passer tout de suite en finale, parce que je pense qu'elles ont eu peur de jouer la 3e, 4e place et de ne pas être qualifiées au mondial par rapport au Cameroun, parce que le Cameroun c'est aussi une très belle équipe. Hein. Donc moi je pense que le plus gros souci il est là. Le souci c'est même pas Dungu ou autre chose qu'elle ait joué en France junior. Le plus gros souci c'est qu'ils ont peur, ils commencent à avoir peur de notre fédération, parce qu'on commence à prendre de la puissance et avoir une fédération qui avant n'était entre guillemets pratiquement rien et maintenant bouscule tout le monde. Bat le Cameroun, bat la Tunisie de 6 ou 7 buts, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Très bien. Alors, Tidiane, vous, comment est-ce que vous l'avez appris? Tout à l'heure, vous avez dit à travers la presse, mais la veille déjà, il y avait déjà une situation qui était là, qui suspendait le Sénégal, mais vers 22 h, on a appris que tout est réglé. Effectivement, donc la veille, il y avait ce bruit-là, donc tout le monde en parlait, on ne savait même pas à quoi s'en tenir. Mais moi, j'ai eu à envoyer mon dernier papier parce que je recevais tous les PV de la Confédération via le secrétaire général qui est un Sénégalais. Tous les PV qui ont été publiés durant la compétition, moi je les recevais. Et le dernier PV que j'ai reçu, c'est sur la base duquel moi j'ai fait mon dernier article pour dire que la Tunisie a été déboutée par... c'est le PV numéro 8. Oui, le fameux PV numéro 8 a été débouté par la CAB. Maintenant, le matin, nous, on se réveille, la presse angolaise nous annonce que le Sénégal est exclu de la compétition, que Dungu Kamara est disqualifié. Donc pour moi, c'était vraiment une situation très difficile à gérer, quoi. Parce que moi, j'ai vu un peu dans le camp sénégalais comment ça se passait. C'était incroyable à mes yeux. Très bien. Avant de continuer la discussion, je vais tordre le bras à Alioune Badara. Il va essayer de me ramener la commission transfert et qualification de l'administration de la Confédération africaine qui qualifie justement les joueurs. Alors, Alioune Badara, si c'est disponible, si on peut avoir la commission CAB, la commission qui est chargée justement de la qualification des joueurs et joueuses, mais aussi leur transfert. On va voir ça. Alors, on va voir la commission CAB. Je vais vous tordre le bras. La commission CAB, s'il vous plaît. Si je peux avoir cet élément, la commission CAB. Alors, le temps qu'on me donne ça. Alors, Aïcha, dans l'administration de la CAB, il y a bien une commission spécialisée qui est chargée du transfert et de la qualification des joueuses. Ça veut dire tout simplement... Voilà, on me dit que c'est bon. Alors, on va voir ensemble cette commission. C'est dans l'administration de la CAB. Voilà. Voici donc l'administration. On va voir, voilà, la commission, elle est là. Elle est dirigée donc par Herman Kwame. C'est la commission transfert et qualification qui, après l'envoi des listes des joueurs à la veille des compétitions, c'est-à-dire 30 jours avant la compétition, voilà la commission qui qualifie et qui disqualifie les joueurs avant la compétition. Ça veut dire que cette commission, Aïcha,
avait déjà fait son travail en qualifiant Dungu Camara? Bien sûr. Comme l'a expliqué ce matin le président, hein, au niveau du handball, on ne notifie pas par écrit que tel joueur ou telle joueuse est disqualifié ou plutôt ne peut pas jouer. C'est verbal. C'est verbal. Avec non, c'est pas verbal, c'est plutôt, il le montre parce que s'il accepte la liste. Oui. Donc, nous, au niveau de la fédération, on envoie une pré-liste que la confédération vérifie si c'est acceptable ou pas. Et s'ils acceptent cette liste, donc c'est bon, ça veut dire que la joueuse ou le joueur est qualifié à jouer. Et le président disait ce matin que le cas Dungu s'était posé déjà en mars 2015 à l'occasion de ce tournoi. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau? Du tout. C'est ça qui est grave. Parce qu'on ne peut pas traiter un cas deux fois. D'accord. On ne peut pas traiter et elle a été qualifiée par le comité exécutif. Par ce comité. Non seulement ils ont accepté son dossier, mais ils l'ont permis de jouer et de rejouer 4 fois. Elle a joué 4 fois. Depuis qu'elle a fini de jouer avec la France, elle a joué 4 fois. 4 compétitions internationales. Voilà. Très bien. Alors, quelle analyse faites-vous, Tidiane, de tout ça? Adja parlait tout à l'heure de peur, hein, de l'avancée en balistique, si je peux m'exprimer comme ça, du Sénégal par rapport au reste de l'Afrique. Oui, c'est vrai que sur cette CAN, nous avons constaté que l'équipe du Sénégal a énormément progressé. Parce que c'était la première fois que le Sénégal arrive à une finale, à décrocher une qualification au championnat du monde. Donc cela veut dire beaucoup de choses. Mais moi, le problème pour moi, il est beaucoup plus profond que ça. Parce que c'est surtout, à mon sens, c'est au niveau des textes de la Confédération. Moi, quand j'ai regardé, j'ai tout de suite noté un vide juridique. Quand une instance aussi grande que la Confédération donc, se permet d'aller, qui est entièrement responsable de ces compétitions, hein, se permet donc d'aller consulter l'IHF pour avis, pour moi, les textes de la CAP sont obsolètes. Et ces textes rappellent... Il n'y a pas de manque de responsabilité aussi, en dehors des textes? Je pense que, c'est-à-dire, c'est la CAP qui devait, dans cette affaire, assumer la plénitude de ses responsabilités. Maintenant, se réfugier, pour moi, derrière l'IHF, ça n'honore même pas la Confédération. Ça n'honore pas la Confédération. Et ça, il faut absolument le dire. Moi, je pense que cette affaire-là, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas, le même jury d'appel qui se prononce 2 fois sur un cas, ça pose problème parce que moi, je crois savoir que le jury d'appel s'est prononcé 2 fois sur le même problème. Et dans un premier temps, ils avaient rejeté l'appel de la partie tunisienne. Et après, ils sont revenus pour se dédire. Vous aviez parlé de triple défaite de la Tunisie dans votre article. Ben oui, moi, j'avais considéré que voilà, la Tunisie a perdu d'abord sur le terrain face au Sénégal, donc sur le score de 26-20. Après, ils ont introduit une réclamation, parce que là, les gens parlent de recours, de réserve, mais en réalité, il s'agit de réclamation. Et moi, je pense que... Et la réclamation dans les textes... Justement, la réclamation dans les textes du handball, je pense que ça a trait à des aspects techniques de la compétition et non pas contester une qualification de joueurs ou de joueuses. Donc là, c'est un autre problème qu'on devrait quand même qu'on devrait soulever. Et aujourd'hui, je crois que la Fédération sénégalaise de handball a des arguments quand même pour pouvoir défendre, pour que quand même ce verdict soit cassé au plus vite. Très bien. Oui, Adja, tout à l'heure, vous remuez la tête. Vous êtes d'accord avec Tidiane par rapport en tout cas à cette prise de décision au sein de la Confédération? Manque de responsabilité, refus de prendre ses propres responsabilités? Bien sûr, et de faire endosser le Sénégal? Ouais, c'est complètement lâche. Hein. C'est difficile ce que je dis comme mot, mais c'est très lâche ce qu'ils ont fait.
nous éliminer parce qu'ils se sont trompés, même s'ils se sont, pour moi, on n'est pas en tort, mais même si, à un moment donné, ils se trompent, ils n'ont pas à nous faire subir ça, en sachant qu'on a joué toute la compétition. Ils ne peuvent pas nous tuer à la fin et en nous disant « vous ne jouerez pas la finale ». Pour moi, c'est inadmissible. Donc pour moi, oui, ils se sont clairement cachés derrière ça et c'est nous qui en avons subi toutes les conséquences. C'est inadmissible. Il y a un gros problème de responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi l'IHF est venu mettre son nez dans cette affaire, même si on sait que c'est la Tunisie qui les a contactés, entre guillemets. Pour moi, c'est inadmissible. La Confédération est responsable de ces compétitions et elle doit en assumer du début jusqu'à la fin de la compétition. Pour moi, il est inadmissible que la Confédération se soit cachée derrière nous, entre guillemets, et qu'il nous ait disqualifiés comme ça. Très bien. Aïcha, le combat continue? Mais bien sûr. Comment? On va faire un recours auprès de l'IHF pour respecter. Mais l'IHF s'est déjà prononcé. Oui, mais on ne peut pas sauter l'IHF et aller directement au tribunal arbitral. Il faut passer par l'IHF d'abord pour éviter que le tribunal ne nous déboute. Une formalité. Oui, c'est une formalité, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire parce qu'on ne veut pas commettre d'erreur sur ce dossier-là. Vraiment, parce que je crois que ça, c'est un exemple. Et il faut foncer, il faut démontrer que le Sénégal ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Très bien. Je reviens vers vous. Mesdames, Messieurs, vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez poser des questions aussi au 88 628 11 22 ou vous pouvez aussi apporter votre contribution en appelant au 88 628 11 22 sur ce dossier-là. Et peut-être même le président Seydou Diouf nous suit. Et il peut réagir, hein, le président de la Fédération, par rapport en tout cas à ce sujet au 88 628 11 22. Alors, je vais à nouveau tordre le bras à mon réalisateur, en l'occurrence Alioune Badara, en me donnant quelques articles du règlement litige au niveau de la Confédération africaine de handball pour voir, pour démontrer peut-être comment est-ce que la CAB s'est bourrée, entre guillemets, dans ce dossier. Alors, Alioune Badara, si vous pouvez me remettre les quelques articles du règlement litige de la Confédération africaine de handball, parce qu'on dit dans ces textes que les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique et le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques sont des compétitions entièrement gérées par la Confédération africaine de handball et qui doit prendre ses responsabilités. Le règlement intérieur, oui, si c'est bon, on peut voir. Voilà, le règlement s'il vous plaît, si ce n'est pas disponible. Alors on y reviendra tout à l'heure sur le règlement justement, les quelques articles justement de ce règlement. Alors si ce n'est pas disponible, vous allez me donner cette belle soirée après le match contre la Tunisie, l'ambiance qui était donc au stade comment ça s'appelle, Kimba là, non? Kilamba, voilà, le pavillon des sports de Kilamba, à Luanda, au soir de la qualification des Adja et autres, après leur victoire sur l'équipe de la Tunisie, la joie dans les vestiaires, au niveau également de la salle de conférence. Si l'élément est prêt, on peut voir, hein, vous allez vous rendre compte que c'était la joie. Alors, ça c'était la joie, malheureusement, qui a tourné court, hein, Adja? On peut dire ça comme ça. Bon, tourne court, non, parce qu'on a eu le temps, on a eu une journée de repos et on a eu le temps de profiter encore. Pendant une journée, on a appris ça que le surlendemain, en fait.
Donc là, c'était complètement l'opposé en fait. Donc on est passé par toutes les émotions dans cette compétition. La joie et tout d'un coup les pleurs, la tristesse, le désarroi, parce que quand on a ce genre de décision qui arrive, le problème c'est qu'on est tellement impuissant on a toutes les émotions qui viennent. On est énervé, on pleure, on est passé par tous les états. Très bien. Alors, ils étaient aussi là, hein. Je pense que Tidiane, un cachet particulier, c'était la présence des supporters pour pousser ces Lions, en tout cas à la victoire. Effectivement, nous avons constaté quand même une très grande mobilisation de la part de la communauté sénégalaise à Luanda. Et je dois dire qu'à part l'Angola, donc l'équipe du Sénégal quand même était en tout cas la deuxième équipe qui mobilisait le plus durant cette compétition. Nous avons vu des Sénégalais attachés à leur équipe nationale. Des gens qui par le passé n'avaient aucune connaissance du handball. Ils l'ont même dit qu'ils ne suivaient même pas le handball, mais la compétition, la CAN leur a permis quand même de prendre du goût à ça. Donc je crois qu'il y avait, avec le vice-consul Sambali, donc, qui avait quand même pu mobiliser une très grande la communauté sénégalaise autour de cet événement. Donc c'était vraiment caché. Hein? Ouais, même les Guinéens, parce que là-bas, il faut le dire, à Guinée-Conakry. Hein? La Guinée-Conakry, effectivement. De manière générale, tout ce qu'on appelle les Séné, quoi, la communauté ouest-africaine de manière générale, donc il y avait des Guinéens, tout, donc autour de l'équipe nationale. Je pense que ces gens-là, ils ont vécu des moments incroyables avec l'équipe nationale du Sénégal. Ils ont poussé l'équipe donc au plus haut sommet et finalement, bon, c'est devenu quand même un cauchemar après la décision prise par la CAB. Justement, à propos de ces supporters, je vais vous proposer de suivre cet extrait des supporters qui étaient vraiment au pavillon des sports de Kilamba, qui ont poussé ce jour-là l'équipe nationale du Sénégal à battre la Tunisie. Ils ont joué un rôle important dans ce match. Vous allez voir dans un instant la prestation, si je peux l'appeler ainsi, parce que même le secrétaire général du consul s'est mis à danser le wango, comme on dit, hein? Adama Diallo, il s'est mis à danser le wango. Il s'est complètement ôté de sa veste d'ambassadeur, hein, pour se mier en supporter. Alors, si l'élément est prêt, alors, très bien, on me dit que l'élément n'est pas encore prêt, mais nous y reviendrons dans un instant par rapport en tout cas à la prestation des supporters. Alors, Aïcha, vous n'étiez pas, Aïcha Sital, Madame Tal, vous n'étiez pas à Luanda. Le matin, comment Dakar a senti ce choc, surtout ceux-là qui sont autour du handball? C'était très difficile, hein. Ça a été vraiment très dur à supporter. Et voilà, moi ce qui m'a un peu déçu, c'est un peu la réaction de quelques-uns de vos amis, de vos confrères, si je puis dire, et quelques-uns des Sénégalais qui n'ont rien compris, parce que, je l'ai dit, hein, moi je suis tout de suite sorti sur quelques radios ici au Sénégal, et je les ai dit, la fédération, cette fédération-là n'a pas fauté et ne va jamais le faire. On avait l'occasion de le faire, on pouvait le faire avec des filles qui sont restées là-bas en France, qui pouvaient rejoindre l'équipe, et on a voulu attendre qu'elle termine leurs 3 ans pour venir. Parce qu'elle avait joué enseignante. Voilà. On ne l'a pas fait avec elle, pourquoi le faire avec d'autres? Avec une seule fille de surcroît. Est-ce que c'est cette fille seulement qui nous a permis d'aller jusqu'en finale? Non. Et en ce moment, moi, vraiment, quand j'ai eu l'information, je pensais tout de suite aux filles qui se sont battues. Depuis 2011, hein, comme elle l'a dit, 2011, le handball le Sénégal a terminé 8e sur 8. Voilà, 2012.
voilà. 2011, 8e sur 8, 2012... 8e sur 8, 2012, 5e sur 8, Jeux africains, médaille de bronze, 2014 5e, 2014, elles étaient 5e. 5e, en 2012, elles étaient 6e sur 8. Voilà. Et voilà, donc aux Jeux africains de Brazza, elles étaient 3e. Et là, ça montre qu'elles ont commencé à travailler, ça faisait très longtemps. Pourquoi on arrive, comme l'a dit Nafi, hein, on voulait juste cueillir ce fruit et on nous en empêche. C'était dur à avaler. Et je vous dis, hein, nous on a pleuré ici au Sénégal. Et moi, quand je pleurais, je pensais aux filles. Parce qu'elles se sont battues, elles méritaient, et surtout le président Seydou Diouf. Moi, j'ai beaucoup pensé à lui parce qu'il mérite quand même il méritait d'avoir cette victoire-là. Parce que moi, j'étais convaincu qu'on pouvait battre l'Angola. Vous étiez là-bas, il paraît que Seydou avait pleuré le jour de la qualification, après la victoire du Sénégal. Il a versé des larmes. Je l'ai vu à 2 minutes de la fin du match. Lui, il a complètement quitté le pavillon de sport. Il s'est caché quelque part pour quand même verser des larmes. Je pense que quand même, peut-être il a pensé quand même au parcours qui a été sinueux. Le parcours qu'on devrait même qualifier de parcours de combattant, parce que on a vu les conditions dans lesquelles cette équipe du Sénégal s'est préparée. Depuis l'arrivée du nouveau manager général Fred Boujan au mois de mars, donc l'équipe a quand même fait au moins 4 stages. Donc c'était un travail de très longue haleine. Et au finish, voilà, le Sénégal, on a privé le Sénégal d'une finale, alors que les filles, les filles étaient quand même dans une logique de bouleverser totalement la hiérarchie, parce que l'objectif pour le sélectionneur, certainement, même s'il ne l'a pas dit, il avait peut-être un plan pour l'Angola. Parce que sur le match de poule, on a vu qu'il a complètement brouillé les pistes. Il a caché son jeu. Il a à la limite, mais il n'a pas du tout aligné. Vous avez parlé de défaite stratégique. Bah oui, je parlais de défaite stratégique parce que moi j'ai vu le match comment ça s'est déroulé. Donc